Très bien, merci. Bonsoir à chacune et à chacun. Je suis heureuse effectivement de pouvoir accueillir ici Nicolas Baverez. Nous avons une présentation finalement de la situation du pays en termes économiques, en termes de finances publiques qui nous a été effectuée par Pierre Danon. Une situation extrêmement préoccupante dont nous parlons beaucoup depuis le début de l'année avec deux événements importants. D'abord une annulation de 10 milliards d'euros effectuée par le gouvernement en catastrophe en février et ensuite la parution par l'INSEE fin mars des chiffres de 2023 avec un dérapage très important. C'est même le président de la Cour des comptes qui indiquait que c'était un fait très très rare. Quelle est la situation? Quelle est votre vision? Quel panorama tirez-vous de cette situation, Nicolas Baverez? Alors, il y a les chiffres à court terme et surtout il y a la dynamique. La particularité de la France d'un point de vue économique, c'est qu'elle a un parcours très heurté. Quand on regarde depuis la Révolution française, on a des cycles très brillants de développement et puis des périodes d'effondrement. Donc, quand on regarde la durée longue, la France est la quatrième économie du monde en 1900 et en 2000. Mais il y a les cycles très positifs. Il y a eu la Belle Époque, il y a eu la reconstruction des années 20, il y a eu évidemment les 30 Glorieuses, et puis il y a eu des phases de décrochage complet, les années 30. Et là, on est dans une phase de décrochage impressionnante. C'est le moment, donc, la commémoration du 50e anniversaire de la disparition de Georges Pompidou. Et vous savez, on parle un peu de carré magique de ces 30 Glorieuses. Donc, je rappelle, 1973, donc, la dernière année du président Pompidou avant sa disparition, avant qu'il ne soit emporté par la maladie. Croissance 6%, gain de productivité 4,5% par an, taux de chômage 2,7%, excédent commercial 0,6% du PIB, excédent des finances publiques 0,2% du PIB. Et ça, c'est le carré magique. Aujourd'hui, on a le carré diabolique. On a un carré désespérant, c'est-à-dire que la croissance depuis 2019, c'est 0,4% par an. Les gains de productivité depuis 2019 ont diminué de moins 6%. C'est unique parmi les pays développés. Le chômage est en train de remonter vers 8% du PIB. Le déficit commercial, ça a été dit, 100 milliards, moins 3,8% du PIB. Et le déficit des finances publiques, vous en avez parlé. Donc, si vous voulez, ce qui se pose aussi, c'est que on peut dire que, d'une certaine manière, c'est la critique qu'on peut faire à des individus dans mon genre, c'est que la France qui tombe date de 2003, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de tout ça, et il ne s'est rien passé. Vous aviez appelé en 2003 un choc important, une thérapie de choc libéral. Est-ce que cette thérapie, finalement, est possible? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les choses ont changé parce que derrière les chiffres qui vous ont été montrés, il y a un constat qui est clair, c'est que cette dette, elle est aujourd'hui devenue insoutenable. Pour les économistes, l'insoutenabilité d'une dette, c'est simple, c'est quand la croissance nominale, donc croissance plus inflation, c'est inférieur au taux d'intérêt. Et on l'a rappelé, donc la croissance 0,4, l'inflation est revenue autour de 2, les taux d'intérêt sont à 3. Donc maintenant, on a cette contrainte financière qui va s'appliquer. Sur le plan économique, comme on l'a vu, plus aujourd'hui on crée de dépenses et de dettes publiques, plus on casse la croissance, et par ailleurs, plus on va y revenir, une inefficacité de la dépense publique. Et d'un point de vue social, on l'a dit, il y a aujourd'hui une logique de paupérisation du pays en termes de PIB par habitant, une logique de déclassement. Et là encore, quand on dit que ce sont des avertissements de Cassandre, c'est faux. Regardez ce qui s'est passé récemment dans notre pays. Les gilets jaunes, ça part d'une augmentation de la taxe carbone. Et donc, c'est d'abord une jacquerie fiscale, mais qui a montré la paupérisation, la marginalisation de toute une partie de la France. Récemment, on a vu l'agriculture. L'agriculture, elle meurt de politiques absurdes, l'accumulation des normes et des taxes. Mais l'économie française est une grosse agriculture aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est la première partie, si vous voulez, interne.
Et la deuxième partie, pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est insoutenable? Mais parce que le monde a changé. On est dans un monde beaucoup plus dur, donc l'argent magique, c'est fini, les taux d'intérêt nuls ou négatifs, c'est terminé. On est dans un monde aujourd'hui fragmenté, un monde beaucoup plus dur. Oui, mais je dirais ce monde plus dur, il existe aussi dans les autres pays. Je pense notamment à l'Allemagne, qui a des résultats quand même nettement meilleurs que nous. Je rappelle que l'Allemagne a atteint un niveau de déficit de moins 3%. Et moi, il y a un élément que j'ai toujours en tête. En 2010, nous avions le même niveau d'endettement en France que l'Allemagne, 85%. Aujourd'hui, cela a été vu, nous avons 40 points d'écart. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement entre l'Allemagne et la France? Alors, d'abord, il faut être clair, hein, tous les pays européens ont aujourd'hui des problèmes de modèle économique. L'Allemagne, c'était le modèle mercantiliste, c'était fondé sur le travail à bas coût en Europe centrale et orientale, l'énergie russe et puis les exportations vers la Chine. Donc le modèle allemand, il est cassé. Le modèle italien, et ça montre d'ailleurs les dangers de laisser s'écrouler la démographie, l'Italie est dans une spirale de malthusienne. Elle est également emportée. Le Royaume-Uni a fait une énorme erreur avec le Brexit. Et la France, elle, c'est un problème de modèle. Ce modèle, c'est aussi un modèle malthusien. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce que j'appelle la décroissance à crédit. C'est-à-dire qu'on a un système privé qui est aujourd'hui très réduit, qui fait 42% du PIB, et qui est en voie d'attrition, sauf ce qui a été dit, les grandes entreprises qui tiennent encore à peu près ce qui peut résister, mais à partir de positions donc d'investissement, d'emploi, de recherche essentiellement et de profits qui sont faits surtout à l'étranger. Donc tout le monde a des problèmes. Là où la France est un cas tout à fait particulier, c'est ce qu'on a vu. Premièrement, depuis 50 ans, il n'y a jamais eu un excédent budgétaire, on n'est jamais revenu au plein emploi, on a toujours eu plus de 7% de chômage depuis 1977. Ça, il n'y a pas un autre pays qui soit dans ce cas-là. Et l'autre chose très préoccupante, c'est le déni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on continue à expliquer que tout va bien et qu'on va pouvoir continuer comme ça. C'est la déclaration selon laquelle la France n'a pas de problème de dépenses publiques, mais elle a un problème Donc on a bien un problème de crise de la dépense. Il y a un problème majeur de dépenses, une dépense qui est trop élevée et surtout une dépense qui est inefficace. Comment est-ce qu'on peut dépenser 58% du PIB et avoir un système de santé qui s'effondre, un système éducatif qui s'effondre, non seulement sur les connaissances, mais sur le degré de violence, une police qui ne marche pas, une justice qui ne marche pas, des transports qui ne marchent pas. Et donc là, il y a vraiment une vraie difficulté. Et c'est pour ça que les réponses sont structurelles et c'est pour ça qu'il faut changer de modèle. Et alors, changer de modèle, je voudrais juste réagir sur cette situation. Oui, on peut applaudir Nicolas Bavorez. Est-ce que ce décrochage de la France aujourd'hui peut avoir un impact sur le couple franco-allemand et je dirais sur l'impact et le poids de la France au niveau européen? Est-ce que finalement cela fragilise notre pays et éventuellement sa force de persuasion, sa place au sein de l'Europe? Non, mais si vous voulez, cette fragilisation, enfin, ce n'est pas un risque, c'est déjà une réalité. On l'a très bien vu dans les grandes négociations européennes. Aujourd'hui, le fait que notre pays ait perdu le contrôle de ses finances publiques, c'est quelque chose qui le décrédibilise. Et on l'a payé, par exemple, y compris sur les négociations sur l'énergie et sur le nucléaire, sur la taxonomie avec des dispositions complètement absurdes sur la défense. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas crédible chez vous, vous ne pouvez pas être crédible à l'extérieur. Et rappelez-vous 1958 et le général de Gaulle. Que fait le général de Gaulle en 1958 ? Eh bien, il sait très bien qu'il y a deux problèmes pour que la France puisse retrouver de la puissance et la projeter. Le premier problème, c'est évidemment la guerre d'Algérie. Le deuxième problème, c'est le désordre de l'économie. Que fait le général de Gaulle ? Eh bien, il désendette le pays, il fait la dévaluation et il fait une grande politique de l'offre. Mais il prend les problèmes dans l'ordre, c'est-à-dire qu'avant de prétendre donner des leçons à l'Europe et au monde, il a fait en sorte d'avoir un pays qui tourne, qui marche. Et j'y insiste, si vous voulez,
la dette, ça tue pas seulement les finances publiques. La dette, c'est un poison, c'est une machine à détruire la société parce qu'on spolie les générations futures. C'est une machine aussi qui désintègre la puissance de notre pays. Et au bout du bout, c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment le premier ennemi de la liberté. Et donc, c'est à ça qu'il faut agir. Jacques Rueff, d'une certaine manière, qui a fait les réformes de 58, le disait déjà. Alors, pour agir sur les dépenses, puisque finalement, c'est le sujet, est-ce que, pour vous, il faut un vrai Big Bang très fort ? Comment faudrait-il procéder, finalement, donner une petite lueur d'espoir à la situation ? Alors, les lueurs d'espoir, là encore, il faut regarder, vous avez donné les pistes, regardons l'histoire. Il se trouve que si on prend la France en 1945, je rappelle que la France en 1945, c'est la moitié de la production de 1939. Tout le monde pense qu'on va retourner à une économie qui va stagner, au chômage, etc. En fait, en 1948, on a déjà retrouvé la production de 1938, et ensuite, ça va à toute allure. Regardez 58. 58, c'est un pays qui est surendetté, qui dépend de l'Amérique pour son financement. Ce n'était pas le même financement de marché, mais c'était les États-Unis. On était dans la main des États-Unis. De Gaulle a désendetté la France en moins de 3 ans. On a vu tout à l'heure le Portugal. Ils sont passés de 133 à 100%. Ils vont descendre en dessous de 100% de dette publique. Les Suédois ont fait la même chose en 10 ans. Donc, c'est parfaitement possible, mais il faut un certain nombre de conditions. Donc, les conditions, c'est d'abord qu'il faut accepter d'en parler, donc il faut sortir du déni, il faut expliquer aux citoyens la situation. Ça veut d'ailleurs dire au passage être transparent sur les comptes, parce que, comme on l'a vu, il y a des problèmes d'insincérité de court terme, mais il y a des problèmes d'insincérité bien supérieurs. Si on prend, par exemple, le système social, le déficit social, il est structurel et il est supérieur à 2,5% du PIB. Il est caché parce qu'on ne met pas dans les comptes des retraites les subventions d'équilibre et la partie des retraites des fonctionnaires, alors qu'on met les recettes de la CADES qui théoriquement sert à rembourser la dette et pas du tout à financer des pensions. Donc la transparence, c'est d'abord la vérité des comptes. Et la vérité pour les citoyens, et ensuite il faut de la vision, il faut un projet et il faut de la cohérence. Et c'est vraiment, si vous voulez, aujourd'hui ce qui manque cruellement. Et c'est une des raisons qui explique aussi que les marchés sont en train de progressivement de renforcer, de resserrer leur surveillance et qu'effectivement, aujourd'hui, la France est potentiellement sous la menace d'un choc financier comparable à ce qu'a pu connaître l'Italie en 2011 ou le Royaume-Uni en 2022. Oui, donc j'entends qu'il y a urgence et gravité de la situation, qu'il faut agir sur les dépenses. Que vous inspire le fait que le gouvernement s'attarde sur les rentes et établisse aujourd'hui un groupe de travail pour travailler sur les rentes? Qu'est-ce que ça vous inspire? J'allais dire, ça m'inspire... c'est un peu désespérant, c'est ce que je disais dans le... Si vous voulez, la politique économique de la France, parce que pourquoi est-ce qu'on est... Quand même, voilà, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas vrai, c'est pas l'Europe, c'est pas la mondialisation, c'est pas l'Allemagne, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a fait? 81, relance complètement à contre-courant. En 83, on est aux portes du FMI. En 83, donc, on se dit, il faut quand même bouger, donc on va laisser le privé se moderniser, mais on sanctuarise le secteur public. Ensuite, on fait le franc fort, l'euro fort. Merci, monsieur Trichet. On avait un Mittelstand en France, on l'a liquidé avec le franc fort et l'euro fort. On a liquidé complètement le tissu des PME et des PMI dans les régions. Et puis ensuite, une fois qu'on est passé à l'euro, on s'est dit on n'a plus l'inflation, mais c'est super, on a la dette publique parce qu'on a des taux qui vont être garantis et réassurés par les autres. Et donc, c'est la dette publique qui est devenue l'ajustement et on a réagi à tous les chocs par plus de dettes. Et aujourd'hui encore, si vous voulez, c'est exactement ce qu'on voit avec le quoi qu'il en coûte qui en fait est n'importe quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on a dépensé 1000 milliards
pour des dépenses qui ne rapportent rien et avec un argent qu'on n'avait pas. Et donc la seule réalité qu'on a en face de tout ça, c'est 1000 milliards de dettes et rien d'autre. Donc c'est ça qu'il faut retourner, et c'est là où il faut bien repartir des vraies choses, c'est-à-dire qu'il n'y a que les Français qui remettront la France d'aplomb. Il faut repartir par traiter nos problèmes. La solution, elle a été esquissée, elle est très simple. Il faut d'abord donc donner la priorité à la production, à l'investissement, à l'innovation. Vous l'avez dit, il y a un problème de niveau des dépenses et de réforme de l'État, mais il y a un problème vrai d'efficacité de la dépense publique qu'il faut traiter. Et derrière, il y a pour y arriver, il faut basculer, j'allais dire, de ce déni, de ce mensonge institutionnalisé à un discours de vérité. C'est Jacques Rueff, vous savez, vous connaissez la formule, il disait soyez libéraux, soyez socialistes, mais ne soyez pas menteurs. C'était dans l'ordre social en 1945. Et c'est intéressant parce qu'il appelait ça l'ordre social. Et je pense que quand on s'installe dans le mensonge comme on l'est, on détruit l'ordre social, on détruit aussi l'ordre démocratique. Très bien. Écoutez, une très belle conclusion. Merci beaucoup à vous pour toutes ces informations, ces observations, ces réflexions. Merci beaucoup.